Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 26 octobre. Voici les titres. Elle se réveille à nouveau après 10 ans de mise en sommeil. La maison d'Émile Zola rouvre à Médan. C'est ici que l'auteur de J'accuse a écrit une grande partie de son œuvre. Le lieu se dote aussi d'un nouveau musée consacré à l'affaire Dreyfus. Le président de la République s'y est rendu aujourd'hui pour l'inauguration. Plus 30% de bouchons en Ile-de-France par rapport à l'an passé. La circulation s'est densifiée dans la région en septembre et en octobre. On vous explique tout dans un instant. Daniel Quérault sera également avec nous. Il est le dirigeant de l'association 40 millions d'automobilistes. Et puis on ne compte plus le nombre de médaillés réunis hier à Poissy. Des champions de la natation étaient présents pour apprendre aux jeunes à nager. L'opération Nageurs et Citoyens veut lutter contre les noyades. 300 enfants de moins de 6 ans sont victimes chaque année en France. Des collégiens qui étudient le blob, tout comme le spationaute Thomas Pesquet depuis l'espace. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord donc cette visite du président de la République dans les Yvelines. Emmanuel Macron s'est rendu à Médan dans l'après-midi. Je vous le disais dans les titres, c'était pour l'inauguration de la maison d'Émile Zola. Le site a rouvert après de longues années, 10 ans de travaux pour le refuge de l'écrivain. C'est là qu'il a écrit nombre de ses romans. Cette maison des illustres qui rouvre s'enrichit également d'un musée consacré à l'affaire Dreyfus dont Zola a signé le célèbre article J'accuse. Et avant la venue sur place du président et avant même la réouverture au public de ce lieu qui aura lieu ce jeudi, nous avons pu visiter en avant-première ce lieu dédié à Zola et Dreyfus, deux hommes au destin lié, et c'est Nicolas Dandré qui joue les guides. Quelle tache de boue sur votre nom que cette abominable affaire Dreyfus. Voilà l'une des citations du célèbre J'accuse d'Émile Zola, un texte adressé au président de la République Félix Faure à travers la presse le jeudi 13 janvier 1898. L'un des basculements de l'affaire Dreyfus raconté ici dans ce musée à Médan à travers différents objets historiques. Du côté de Dreyfusard, on n'est plus sur la pérennité et le long terme et on va utiliser le livre, la brochure, essentiellement, alors que du côté anti-Dreyfusard, on est plus dans l'immédiateté. L'idée, c'est de convaincre le plus rapidement possible et de convaincre la rue. Donc on va avoir comme ça énormément de... Le flyer existe déjà, en fait. Il est différent, il est rond, il est petit, on le met en pile, on se met à un balcon, on le lance et il vole, d'où flyer. Pour rappel, Alfred Dreyfus est un officier français de confession juive. Il a été victime d'une machination antisémite organisée par l'État. Cette affaire résonne avec la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, des sujets abordés à travers la visite du musée Dreyfus, pensé avec un volet pédagogique destiné aux élèves des collèges et lycées. Dans le musée, on a, à travers tout ce qui est montré, les documents, la possibilité de s'appuyer, de s'adosser à la réalité d'une histoire de notre pays. Et puis, il y aura la possibilité au sous-sol, à partir de tutoriels, à partir de films, à partir de vidéos, de retravailler tous ces thèmes. Juste à côté du musée Dreyfus, la maison d'Émile Zola. Elle est ouverte au public de 1985 jusqu'en 2011. Fermée, la bâtisse est restaurée, le musée Dreyfus est conçu. Une restauration fidèle à l'époque d'Émile Zola comme son cabinet, le bureau où il a écrit ses plus grandes œuvres. Là, vous êtes dans un lieu de créativité littéraire, un refuge, c'est la Tour d'Ivoire, en fait. Donc Zola arrivait ici au mois de mai jusqu'au mois de décembre. Il écrivait l'équivalent de 4 pages manuscrites par jour, ce n'est pas beaucoup. Mais Zola ne se suffit pas de décrire. Il dit toujours qu'il veut bâtir son œuvre comme une symphonie musicale. La bête humaine, l'assommoir ou Germinal, les lignes de ses œuvres résonnent encore dans ses murs, au bonheur des visiteurs qui pourront découvrir ce site au destin lié à partir du 28 octobre 2021. On va parler à présent circulation. Vous l'avez sans doute remarqué depuis septembre, il faut s'armer de patience sur les routes des Yvelines. La cause, l'augmentation du trafic qui concerne aussi l'Île-de-France. Pour nous décrypter ce phénomène, Mickaël Elmidro est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste de la rédaction de TV78. Alors, est-ce que c'est un mirage ou le temps de trajet a réellement augmenté pour les Franciliens ? Alors, les Franciliens ont souvent l'habitude de râler sur les routes le matin ou le soir, mais là, c'est vrai, le trafic a bien augmenté en Île-de-France depuis la rentrée. Il y a eu des journées exceptionnelles comme le 14 septembre dernier. Ce jour-là, on a par exemple enregistré 603 km de bouchons cumulés à cause de la pluie et des accidents. Il y a eu également la tempête Aurore qui a perturbé le trafic le 21 octobre. Mais si on enlève ces journées exceptionnelles, là aussi, les chiffres sont clairs. Le trafic a augmenté depuis la rentrée. Selon Bison Futé, en septembre, il y a eu une augmentation des embouteillages de 30% par rapport à 2020 et surtout de 22% par rapport à 2019, une année hors Covid. Même constat pour octobre, plus d'embouteillages donc. Et ça, les Yvelinois l'ont constaté, on les écoute. À cause de la pause du Covid,
on n'en voyait pas et du coup, depuis le mois de septembre, il y a vraiment un boom, quoi, tu vois, il y a du monde. Avant, je mettais 10 minutes, là, je suis à près de 20 minutes. C'est saturé tout le temps. Personnellement, je suis du coin depuis 25 ans, alors on a l'habitude. Moi, je trouve que c'est saturé. Faut qu'ils fassent des étages. Moi, je mets une demi-heure de plus. Une demi-heure de plus sur quel trajet? Sur Elancourt jusqu'à 50 ans d'Yvelines, enfin à Guyancourt, chez Bouygues. Il faut adapter son planning en conséquence parce que sinon on est en retard, quoi. Voilà pour le constat. Comment on l'explique, cette augmentation du trafic? Il y a plusieurs facteurs selon Bison Futé. Il y a tout d'abord énormément de travaux dans la région Île-de-France, en vue notamment des Jeux Olympiques de Paris en 2024, ce qui entraîne des rétrécissements sur des axes et donc des embouteillages. La météo est également un facteur. On a connu un septembre très pluvieux, ce qui entraîne plus d'accidents sur les routes. La Covid-19 et le télétravail sont d'autres facteurs. On écoute Laurie Vax, responsable du service Bison Futé. Dans un contexte de crise sanitaire, il y a une certaine défiance à l'égard des transports en commun de la part d'un certain nombre d'usagers qui préfèrent utiliser la voiture avec un phénomène d'autosolisme, en étant seul dans son véhicule, plutôt que d'aller dans des transports en commun dans lesquels il y a du monde, s'exposer, etc., une certaine promiscuité. Et puis, il y a un autre phénomène qui est peut-être un peu moins intuitif, qui est lié au télétravail. C'est-à-dire que dans la mesure où certains travailleurs ne vont que sur site 2 ou 3 jours par semaine, voire moins, il est parfois plus intéressant d'y aller en voiture que d'y aller en transport en commun, notamment pour des raisons économiques. Parfois, le coût d'abonnement au transport en commun est plus élevé que de faire le trajet 1 ou 2 fois par semaine en voiture. Est-ce que le trafic va s'améliorer dans les prochaines semaines? Eh bien, Grégory, pas forcément. Selon Bison Futé, il faudra attendre encore quelques mois pour se faire une idée. Le trafic va dépendre notamment des règles de télétravail et de l'épidémie de Covid-19. Merci Mickaël pour ces précisions. Et avec nous par visioconférence pour parler de ce sujet, mais aussi d'un autre. On lui demandera notamment son avis sur l'indemnité inflation du gouvernement qui a été promise pour faire face à cette hausse des prix. C'est Daniel Quérault, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes yvelinois et aussi dirigeant d'une association nationale 40 millions d'automobilistes qui défend justement les automobilistes. C'est un constat aussi que vous faites depuis quelques semaines, depuis ce mois de septembre, une augmentation du trafic. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté en Île-de-France ? Oui, c'est très clair. Alors que beaucoup de gens nous disent que l'usage de la voiture, c'est plus d'actualité, que ça se réduit, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et ceci depuis la pandémie. Effectivement, les gens ont pris l'habitude de prendre leur voiture parce qu'ils ont un petit peu peur dans les transports en commun. Il y a un autre phénomène en Île-de-France. Vous voyez, l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants et 2 millions d'habitants au milieu. Et on s'aperçoit que ces 2 millions d'habitants, Paris, veut éjecter la voiture de la ville et ne cesse de créer des bouchons pour que les gens ne viennent plus à Paris. Donc il y a une interdépendance entre Paris et la banlieue. Quand vous regardez ce qui s'est passé ce week-end, vous avez un tunnel qui est fermé entre l'autoroute de l'Ouest et le périphérique. Vous voyez le bouchon que ça crée. Donc à chaque fois que vous créez des difficultés au centre de l'Île-de-France, ça se répartit partout. Donc vous voyez tous ces phénomènes, la pandémie, plus la création de travaux et de rues interdites, d'empêcher de rouler les voitures, mais on crée des embouteillages sur toute l'Île-de-France en fait. Donc le tunnel de la 13, vous faites référence, qui a été fermé pendant plusieurs heures, même plusieurs jours, à cause d'un vol de câbles, et c'est effectivement, ça a congestionné une bonne partie du trafic sur cet axe. Donc pour vous, il y a une vraie relation entre ces mesures prises à Paris, on pense forcément à cette zone de faible émission, la vignette critère aussi qui a été mise en place, la zone 30, il y a un réel lien entre ces mesures prises à la capitale, dans la capitale, sur le reste du trafic en Île-de-France ? Forcément, quand vous empêchez les voitures de rentrer dans Paris, vous les répartissez tout autour, vous créez des embouteillages. Il y a une interdépendance, on le voit très bien. Si on bloque Paris, la périphérie de Paris se trouve touchée forcément. Est-ce qu'il y a des zones plus tendues que d'autres en Île-de-France ? On pense forcément, nous, dans les Yvelines, à cette autoroute 86 qui est la plus empruntée en France, nous a-t-on dit quand on a enquêté sur le sujet. Est-ce qu'il y a des points plus tendus que d'autres en Île-de-France, dans les Yvelines aussi ? L'Est parisien, c'est le même phénomène. Le nord de Paris, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que tous les autoroutes qui convergent vers Paris, à partir du moment où elles ont plus de difficultés, les voitures ont plus de difficultés à entrer dans Paris, ça se ressent partout, c'est facile à comprendre.
Et est-ce que la solution avec ces ZFE, on l'a dit, ces zones de faible émission qui sont mises en place, on sait aussi que dans le même temps, il y a le développement et le déploiement de ce Grand Paris, alors qui verra le jour qu'à la fin des années 2020. Est-ce que finalement, l'idée de laisser de plus en plus sa voiture n'est pas une solution qui serait plus viable dans les prochaines années? C'est tout à fait vrai, mais on voit à l'usage que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, plutôt que d'interdire, de punir et de taxer, il faudrait commencer par offrir des solutions, c'est-à-dire des alternatives à la mobilité automobile, de faire en sorte qu'on puisse, par exemple, avoir des parcs de stationnement au bord de Paris à bon marché, de façon à ce qu'on puisse laisser sa voiture et prendre des transports en commun. C'est-à-dire organiser une complémentarité des transports, ce qu'on ne fait pas. On commence par punir, interdire et taxer. Et ça va aller, je crois, crescendo, parce que quand vous regardez ce qui va se passer avec l'interdiction des diesels en 2024 prônée par Madame Hidalgo, vous avez aujourd'hui 65% du parc qui est diesel. Alors qu'est-ce que vont faire les gens qui ont une voiture diesel? On ne va pas pouvoir empêcher ces gens de se déplacer. Donc c'est un vrai sujet. Commençons d'abord par offrir des solutions avant de punir et d'interdire. Alors plus de bouchons, mais aussi, et c'est dans l'actualité, une flambée des prix à la pompe. La semaine dernière, Jean Castex a annoncé le déploiement d'une indemnité inflation, 100 € versée automatiquement à 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 € par mois. Il s'agit donc d'une aide ponctuelle qui sera versée une seule fois à partir de décembre, plutôt qu'une baisse des taxes ou un chèque aussi carburant qui avait été évoqué. Est-ce que c'est mieux que rien ou c'est pas du tout suffisant à vos yeux, cette mesure ? C'est vrai qu'on a attendu un bon moment et on s'est dit on va avoir une vraie solution. Et en réalité, là, ce n'est pas un chèque carburant puisque c'est un chèque, une espèce de prime de Noël sous condition de ressources et qui est donc offerte à tous ceux qui roulent ou qui ne roulent pas d'ailleurs. Donc on voit bien qu'on ne traite pas le problème et en plus on laisse les entreprises gérer cette prime de 100 €. C'est vraiment une construction d'usine à gaz, comme on sait le faire. Il n'y avait qu'une solution, c'était de baisser les taxes sur les carburants. Alors, oui. Je sais que Bercy s'est défendu à corps et à cri de cette baisse des taxes. Pourquoi ? Parce que depuis que le pétrole augmente, depuis que le baril augmente, comme la taxe, il y a une TICPE et en plus vous avez une TVA sur l'ensemble de la taxe, une taxe sur la taxe. Ce qui fait que quand le prix du baril augmente, vous avez un effet de levier et les rentrées dans les caisses de l'État sont extrêmement importantes. Donc il ne faut pas que M. Le Maire nous dise qu'il n'y a pas d'argent, puisqu'il a perçu beaucoup d'argent. Il pouvait en laisser repartir pour un pouvoir rouler aux automobilistes pendant ce pic de prix du baril de pétrole. Donc là, on n'a pas traité le problème et nous, on était des lanceurs d'alerte déjà en 2018, on voyait les prix du carburant monter et à fin août, on avait attiré l'attention du président de la République, on avait vu des groupes qui voulaient se constituer de gilets jaunes, etc. On ne nous a pas écoutés. Et là, on est en train de tirer encore la sonnette d'alarme parce qu'on voit que les gens, ils considèrent que le prix du carburant est trop élevé et qu'on n'a pas du tout réglé le problème. Donc, tout reste à faire. Parce que oui, du côté de l'association, on en terminera par là, vous portez deux mesures, notamment la baisse de la TVA à 5,5%, car pour vous, le carburant, c'est un bien de première nécessité, il faut le considérer comme un bien de première nécessité. Une autre mesure, c'est la baisse aussi de la TICPE, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Vous voudriez qu'elle soit au minima européen, imposée par justement l'Union européenne. Très concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Pourquoi c'est des mesures que vous souhaitez porter qui pourraient être intéressantes ? Si on baisse la TVA à 5,5, tout de suite, on va descendre de 20 centimes d'euros le prix du carburant à la pompe, ce qui nous ramène à un prix un peu plus élevé que celui de l'Espagne. Vous voyez, donc, on est encore dans des valeurs raisonnables. Et on peut penser que cette baisse momentanée de la TVA, si le prix du baril revient à des prix plus normaux, on pourra revenir aussi à une TVA plus normale. Je dirais que là, il ne faut pas être idiot, il ne faut pas être bloqué là-dessus. Surtout, il y a de l'argent, puisque plus le prix du baril augmente, avec cette TVA proportionnelle, plus les caisses de l'État se remplissent. Donc, il y a certainement de l'argent à redistribuer pour passer ce cap difficile. Merci Daniel Quérault d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et je le rappelle, dirigeant de l'association 40 millions d'automobilistes. Des champions mobilisés contre les noyades, ils étaient réunis ce lundi à Poissy autour du double médaillé d'or olympique Yannick Agnel, tout dans le cadre de l'opération Nageurs et Citoyens qui vise à développer l'apprentissage de la natation chez les jeunes de 6 à 12 ans. 259 enfants ont pu ainsi apprendre aux côtés justement de ces champions tout en s'amusant. Regardez ce sujet de Céline Charles.
En France, c'est un enfant sur 2 qui arrive au collège sans savoir nager. 300 enfants de moins de 6 ans sont également victimes de la noyade chaque année. Face à ce constat, Sophie Camoun, ex-nageuse olympique, s'est engagée aux côtés de 7 nageurs de haut niveau dans le programme Nageurs et Citoyens. Objectif, apprendre aux enfants à nager. Et on s'est dit qu'en tant qu'ancien sportif de haut niveau, ancien nageur de haut niveau, il était de notre devoir de mettre notre pierre un petit peu à l'édifice sur le savoir nager, que c'était une cause évidemment nationale. Aujourd'hui, vous avez 259 gamins du département qui vont être initiés à la natation pour certains, confortés dans ce qu'ils savent faire pour d'autres. La cause de ces chiffres alarmants, l'inégalité d'accès à la pratique. Être en contact avec les enfants qui sont souvent dans des quartiers défavorisés, si on peut dire, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux piscines par manque de moyens, de temps, les transports qui prennent trop de temps. Nageurs et citoyens, il y a d'un côté la natation, mais il y a aussi toutes ces valeurs de citoyenneté. C'est un enjeu de vie, la natation, que de savoir nager. D'abord pour éviter de se noyer, CQFD, mais aussi sur les vertus du sport. Démocratiser la natation en s'amusant, c'est la volonté de ces nageurs qui comptent bien rendre cette journée de partage et de transmission plaisante pour tout le monde. C'est extrêmement ludique. Le but, c'est que les enfants se sentent bien, se sentent en confiance pour qu'ils puissent revenir derrière. On va en dessous, on sort la tête, on va en dessous, on sort la tête et après on nage. On sort de l'eau et après on recommence. C'est bien de nager comme ça, on peut apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment le but de faire des petits ateliers, d'être là avec eux, que ce soit le plus ludique possible, que ce soit un amusement, une partie de plaisir, qui ait aucune contrainte. Le programme va se démultiplier dans d'autres villes. Mantes et les Mureaux vont participer l'année prochaine et tout le département devrait être de la partie après les JO 2024. Avant de refermer ce journal, un programme d'études spatiales autour du blob, cet organisme multicellulaire vivant dans les sous-bois. L'étude est menée depuis la Station spatiale internationale par le spationaute Thomas Pesquet, mais pas que. 4500 établissements scolaires travaillent aussi sur le sujet, dont le collège de Bussy, c'est à Saint-Germain-en-Laye. Mélanie Poquet. Drôle de bête, le blob a pris possession de la classe de Thomas Péan, professeur d'art plastique au collège de Bussy à Saint-Germain-en-Laye. Les élèves créent le temps d'une heure un stop motion. Déjà le fait qu'on utilise la pâte à modeler, moi je trouve ça archi cool, c'est trop bien. Et juste filmer l'évolution, utiliser les tablettes, c'est sympa. Ouais, ça change d'habitude des dessins qu'on peut faire et tout ça. Moi j'aime beaucoup, je trouve l'idée originale. Et en fait j'ai hâte de voir le résultat à la fin. C'est marrant de se dire qu'il y a quelqu'un de plus haut que nous qui travaille sur la même chose que nous en fait. Celui qui est le plus haut, c'est Thomas Pesquet. Le spationaute français étudie 4 blobs lors de la mission Alpha dans l'ISS. Élève ton blob est une expérience proposée par le CNES, un projet que le corps professoral de l'établissement Saint-Germainois a souhaité développer dans différentes matières. C'est aussi un moyen de les faire manipuler des outils numériques à des fins créatives. Et là, c'est aussi une occasion, ça va être une occasion en tout cas de découvrir l'animation vidéo et comment fonctionne le cinéma ou les principes du cinéma avec un certain nombre d'images par seconde. En troisième, on étudie beaucoup la question de l'œuvre, l'espace et le spectateur. Ça fait partie du programme. Et je pense qu'à travers ce projet-là, en tout cas, il va être question aussi beaucoup de voir ce qu'on peut produire en termes d'images et ce qu'on peut voir aussi en termes de spectateurs. Au collège de Bussy, les adolescents vont élever des blobs et travailler sur cette thématique tout au long de l'année. Les professeurs nous donnent rendez-vous en novembre, cette fois-ci pour un cours de SVT. Un sujet de Mélanie Poquet, mais vous avez sans doute reconnu la voix de Mickaël Elmidoro. Et sachez que vous pouvez découvrir les autres créations des élèves de cet établissement, ainsi que les différents projets pédagogiques menés autour du blob sur le compte Twitter. C'est le collège de Bussy de Saint-Germain-en-Laye. Et sachez aussi que le CNRS a également lancé un projet de sciences participatives derrière le blob, la recherche, qui est ouvert à 10 000 apprentis scientifiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture et aux commandes, bien sûr, c'est Gatsongo. Belle soirée sur TV78.